Bonsoir et bienvenue dans les Rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité, celle de cette semaine. Alors il s'est passé beaucoup de choses, je vous propose de venir avec moi retrouver mon invité, on va en parler. Quelques pas plus tard, je suis maintenant en compagnie de mon invité. Il s'agit de Kamiloudine Djafar, secrétaire général adjoint de la CGTMA. Bonjour Kamiloudine. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous ici. Vous pouvez nous dire où nous sommes pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Eh bien, nous sommes à Jangois, à côté de l'usine sucrière de la Jangois. Et voilà, à côté d'une rivière, sous les pieds d'un, de deux, forêt de bambou. Voilà. Donc un coin vraiment formidable. Donc voilà. C'est le meilleur moyen pour revenir sur l'actu. Ouais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Donc Kamiloudine, on va commencer par un sujet qui a marqué cette semaine, donc vous le savez, c'est le principe de l'émission. L'assemblée plénière extraordinaire du Conseil général a eu lieu cette semaine. On va regarder les images et on en reparle avec vous juste après. Nouveau visage et nouvelle plaque nominative. Le décor a bel et bien changé dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Après l'appel, la séance peut enfin commencer. Une première séance qui est présidée par deux femmes, c'est aussi la nouveauté. Daniel Zaidani, l'ancien président, n'a pas perdu de temps pour reprendre ses marques. Il a évoqué les points à modifier dans le règlement intérieur en concertation avec le groupe de la majorité des 16 élus et le groupe des 10 centristes. Autre ancien président présent, Ahmed Atoumani Douchna, et à l'écouter, l'entente cordiale des débuts semble bien déjà écornée. Nous avons voulu prendre la population à témoin sur nos intentions et puis le fait, la volonté que la présidence aujourd'hui décline cette offre de travail en commun. Bon, même si le masque sous forme il veut attendre le temps, donner le temps au temps pour voir si les gens sont sérieux, je crois que ce n'est pas tout à fait sincère. Au programme de cette première séance, le vote de la délégation de pouvoir donné au président du Conseil en matière de gestion financière, d'exécution et de règlement des marchés, mais aussi la désignation des représentants au sein des commissions administratives et organismes extérieurs. Pour Swabardine Ibrahim Ramadani, au-delà de ces détails d'organisation, il faut maintenant que les nouveaux élus apprennent à travailler ensemble. Il leur envoie un appel à la sagesse. La confiance entre les uns et les autres n'est pas encore au beau fixe dans la mesure où on ne se connaît pas encore. Mais je pense qu'au fil du temps, nous avons un mandat de 6 ans. Au fil du temps, on commencera à se connaître et on se connaîtra de mieux en mieux. Et je pense que les craintes ou les inquiétudes des uns et des autres vont s'estomper et que ce qui va prévaloir, c'est cette volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble et de contribuer à bâtir ce jeune département. Autre temps fort de la matinée, les spéculations autour des 4 collaborateurs du cabinet. Rien n'est encore officiel. Pissou Ousseni comme directeur, Andadi Andilani, chef de cabinet, et Zaidou Tavandaï et Saïd Salimé comme conseillers. Pour l'heure, les élus doivent s'atteler aux chantiers prioritaires que sont l'éducation, l'action sociale et l'aménagement du territoire. Reste à savoir quelle place prendront les voix de l'opposition qui commencent déjà à se faire entendre. Kamiloudine, la discorde commence à se faire sentir à peine 2 semaines après l'unité qui avait été affichée. Mais nous, en tant que, observateurs, on savait que de toute façon, la politique allait très rapidement prendre ses droits. 15 jours après, on a vu ce que nous attendions tous. Mais c'est normal. On était, nous, pratiquement gênés que l'ancien président Douchna tienne ce discours-là ce 2 avril. Et on est
plutôt contents, qui réaffirment leur opposition à ce gouvernement-là, j'allais dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui est gênant pour vous, le fait dans le fait d'avoir une unité comme celle-là, l'unanimité pour l'élection d'un président? Parce qu'il faut de toute façon il faut l'opposition, il faut de la discussion. C'est dans la discussion où on va trouver les meilleures solutions. Mais si tout le monde est d'accord sur tout, ça ne fait pas avancer. Et puis c'est ça en fait. Alors votre discours, Kamiluddin, je vous coupe, excusez-moi, c'est qu'à un moment donné on entend les Mahorais dire qu'on aimerait que nos élus soient d'accord sur les mêmes choses, que parlent d'une même voix pour défendre Mayotte. Et là on se rend compte que quand ça arrive, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Expliquez-nous. Oui, mais là, on voyait clairement qu'il y avait, passez-moi l'expression, une expression faux cul un peu. C'est-à-dire pas honnête. Ils n'étaient pas honnêtes. Et donc, c'est ça qui dérange. Si cette volonté de vouloir travailler ensemble était honnête, nous, je veux dire, le Mahorais lambda aurait applaudi des deux mains. Mais on savait qu'il y avait un truc malhonnête dans cette affaire-là. Et c'est la raison pour laquelle on disait, écoutez, il faut que vous vous affirmez clairement dans l'opposition pour qu'on puisse voir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est ça en fait qui dérange le Mahorais, les observateurs que nous sommes. Et donc le faire là, en ce moment-là, surtout en début de mandat, c'est mieux. On voyait qu'à partir du moment qu'ils ne peuvent pas être d'accord, enfin qu'ils ne distribuent pas les sièges de la même manière, on voit très bien qu'il y a une opposition et une majorité. Donc ça, il faut que les Mahorais le voient clairement et qu'on n'aille pas encore sur du Chimaoré qu'on a vu avant, quoi. C'est-à-dire que quand on n'est jamais en opposition, mais on n'est jamais d'accord non plus. Donc ce que nous souhaiterions, autant s'affirmer clairement. C'est que l'opposition s'affirme clairement dans l'opposition et la majorité soit clairement dans la majorité. C'est ça qui dérange. Alors, cette nouvelle assemblée, Kamiluddin, qu'est-ce que vous en pensez en tant que syndicaliste? Nous, ce que nous en pensons, c'est que, bien entendu, on leur donne, ils ont 6 ans et on les jugera sur leurs 6 ans, bien entendu, naturellement. Mais nous attendons le président sur ce que eux ils appellent leur cahier des charges, c'est-à-dire ce qu'ils ont promis aux Mahorais, leur profession de foi. Nous les avons, les professions de foi, à la maison, et on coche point par point ce sur quoi ils ont promis les Mahorais et est-ce qu'ils ont tenu leur promesse sur les points sur lesquels ils ont fait leur campagne. C'est là-dedans qu'on va les regarder et notamment sur 3 points qui sont essentiels pour nous, c'est-à-dire le soutien des entreprises pour que les entreprises puissent embaucher derrière parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas avoir un emploi au Conseil général et sur le social. Sur cet aspect-là, on les attend et bien entendu sur la formation professionnelle, on en parlait, je pense qu'on va en revenir. Ce sont 3 points sur lesquels nous, organisateurs syndicaux, on attend la présidence sur ça. Alors, vous parliez tout à l'heure, parmi les revendications, on va dire, les attentes que vous avez concernant cette nouvelle assemblée au conseil départemental, vous attendez qu'ils fassent quelque chose pour les entreprises. Alors on a vu aujourd'hui à Mayotte les entreprises en difficulté, certaines même ont dû fermer et mettre la clé sous la porte, comme les suivantes, Recto Verso, Mayotte Lagon et Vanille et Chocolat. On regarde ce reportage des entreprises qui ont été mises en liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, le terme vous parlera sans doute. Il est communément associé à la faillite d'une entreprise, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors à quel moment précis une entreprise peut-elle être liquidée? Nous avons posé la question à Jean-Pierre Hervé, liquidateur judiciaire. Le mandataire liquidateur intervient en fait quand il n'y a plus rien à faire pour sauver l'entreprise. Il intervient généralement après une phase qui s'appelle le redressement judiciaire, où un administrateur judiciaire a été chargé de voir tout ce qui pouvait être fait pour permettre à l'entreprise de se redresser, sachant que toutes ces dettes précédentes ont été gelées le premier jour de la procédure. La phase avant la liquidation, c'est donc le redressement judiciaire. Un inventaire précis des dettes de l'entreprise est alors établi, mais si aucune solution n'est trouvée, le tribunal ordonne la mise en liquidation. À cette étape, le liquidateur doit récupérer un maximum de fonds en vendant les biens de l'entreprise ou en réclamant les impayés de ses clients. Les fonds récoltés serviront en priorité à payer les employés. Et sur ce point, Mayotte fait encore office d'exception. Mayotte est un département, mais pas encore du point de vue du Code du travail. Les sommes dues aux salariés dans les procédures collectives, ce qu'on appelle les procédures collectives, c'est-à-dire les redressements judiciaires, les liquidations, les 60 derniers jours
dus aux salariés sont payés par Pôle emploi, en gros, par une structure de Pôle emploi qui s'appelle les AGS, qui n'est pas en vigueur à Mayotte, ce qui fait qu'à Mayotte, la plupart des sous récupérés servent à payer les sommes dues aux salariés. Le nombre de liquidations judiciaires prononcées à Mayotte correspond à la moyenne des autres départements, soit 10 par an. Seulement, un malheur n'arrive jamais seul et quand une entreprise est liquidée, cela a des conséquences néfastes sur tout son réseau d'activité. Kamiloudine, une économie mahoraise qui semble fragilisée de plus en plus. Oui, alors sur deux aspects. D'abord, la réglementation, disait votre sujet tout à l'heure. C'est qu'on voit ici que les AGS, les associations générales de services, n'existant pas à Mayotte. Pour faire une liquidation, c'est beaucoup trop compliqué aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés. Et bien, de la même manière, ceux qui font les liquidations, qui suivent les dossiers de liquidation, ce ne sont pas des gens qui sont, plantés ici à Mayotte, mais ce sont des cabinets extérieurs et notamment de la Réunion. Oui, c'est compliqué, je disais comme tout à l'heure, la réglementation, mais la réglementation qui complique aussi un des secteurs fleurons de Mayotte, l'aquaculture, où toutes les procédures administratives et judiciairo-administratives font que ça traîne et cette entreprise ne peut pas sortir de l'eau, si on peut s'exprimer comme ça. Donc oui, effectivement, on a des difficultés. On dit que l'emploi public est saturé et l'emploi privé où on devait attendre quelque chose est tout aussi saturé par les tracasseries administratives qui n'en finissent pas. Et quand on regarde en face ce que font l'État dans d'autres sujets, on se demande vraiment est-ce qu'il y a une réelle volonté de vouloir faire décoller l'économie de ce pays. Alors on a vu qu'un liquidateur judiciaire a plusieurs fonctions, notamment permettre à l'entreprise de payer ses dettes si elle n'arrive pas à s'en sortir et payer également les employés. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous avez déjà eu à assister des entreprises qui ont dû subir ce genre de procédure? Ah oui, nous on avait dans le secteur de la sécurité par exemple il y a 5-6 ans, nous avons eu, c'est pour ça que ce que je vous dis là, je le dis en connaissance de cause pour avoir travaillé sur un sujet particulier à cela. Et bien entendu... Vous confirmez que c'est lourd? C'est très très lourd. Et les salariés, dans justement l'aspect particulier de Mayotte, les salariés ne sont pas les premiers quand le liquidateur a réussi à tirer un peu de l'argent des fournisseurs et autres, les salariés ne sont pas les premiers. Les salariés se battent. Les salaires dus sont à mettre, en tout cas la législation actuelle, à mettre dans la même balance que les fournisseurs et autres de l'entreprise. Donc oui, nous avons des difficultés particulières ici à Mayotte pour liquider, pour faire en sorte à ce que l'entreprise marche ici à Mayotte comme marcherait à Nantes et à Nanterre. On continue, Kamiloudine, toujours dans le chapitre économie avec les difficultés rencontrées par la filière aquacole. Donc on a vu déjà Aquamail en difficulté. Maintenant, c'est Aquamater qui doit, cette entreprise doit elle aussi subir certaines choses qu'elle n'aurait pas forcément prévues. On regarde ce reportage. À Aquamater, la culture de plus de 100 tonnes d'ombrines tropicales est aujourd'hui menacée d'extinction. Depuis 6 semaines, plus de nourriture. Alors comment en est-on arrivé là? Jean-Claude Pastorelli, contacté par téléphone ce matin, apporte des explications. Nous n'avons aucune visibilité. Nous avons eu un problème d'acheminement. Nous avons eu 3 problèmes techniques. Premièrement, l'aliment, on a du mal à avoir l'aliment que l'on veut, mais ça c'est un autre problème. Deuxièmement, on a eu un problème d'acheminement. Et troisièmement, l'entreprise a de réelles difficultés. Depuis que nous l'avons, j'ai insufflé à titre tout à fait personnel près de 800 000 euros dans l'entreprise, dont 100 000 le mois dernier. Mais selon le directeur et propriétaire de l'entreprise, cette situation n'est pas tenable à court terme. Pour développer son activité de manière durable et être rentable, il lui faudrait une ferme aquacole capable de produire plusieurs milliers de tonnes de poissons par an. Aquamater mise maintenant sur une implantation sur un site de 50 hectares du côté de Bandrabois. Mais pour concrétiser le projet, il lui faut décrocher le label installation classée pour la protection de l'environnement. La demande est en cours auprès de la préfecture, mais ça fait 28 mois que ça dure, alors qu'elle aurait dû être traitée en 6 mois maximum. Jean-Claude Pastorelli dénonce cette lenteur administrative et ne mâche pas ses mots. Mayotte se meurt
des fonctionnaires français en poste à Mayotte. Je ne dis pas tous, loin de là. Il y en a des remarquables, et je peux en citer. Mais il y en a quelques-uns qui prennent leur nomination à Mayotte pour 2 ans de Dolce Vita, une prime à la sortie et un coup de pouce à leur carrière. Le dirigeant n'exclut pas de saisir le tribunal administratif pour le préjudice subi à cause de cette longueur de procédure. Quoi qu'il en résulte, la filière aquacole est une nouvelle fois malmenée, ce qui n'est pas de bon augure pour l'économie mahoraise dans son ensemble. Des délais de procédure très très longs qui mettent à mal cette entreprise, Kamiloudine. Oui, alors nous en tant que représentants des salariés, c'est d'abord l'aspect salarial qui nous intéresse, nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment que l'entreprise est développée, nous souhaiterions à ce que cette entreprise respecte le code du travail et les avantages des salariés. Mais ceci étant dit, oui, ce secteur, tout le monde dit que c'est le secteur fleuron de Mayotte sur 2 secteurs, le tourisme et l'aquaculture. Donc, on a vu toutes les difficultés différentes d'ailleurs, et c'est ça qui gêne, qui est gênant, c'est que ce n'est pas les mêmes difficultés dans une entreprise comme l'autre. Aquamaï, c'est tout d'autres problèmes liés à la sécurité et tout, mais qui font quand même plomber l'entreprise, qui font que l'entreprise n'avance pas. Et celui-là aujourd'hui, avec ces difficultés, c'est tracasserie administrative. Donc, nous souhaiterions bien entendu à ce que l'État, les services publics, les puissances publiques fassent en sorte à ce que l'économie, là où on l'attend, doit décoller avec... on va faire le parallèle, mais on ne peut que faire ce parallèle-là. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe dans ces entreprises-là, les difficultés qu'ils rencontrent et les décisions qui doivent être prises à Paris pour que justement ces difficultés-là diminuent, on voit quelle est la oubliés. Voilà, on voit quelle est le jeu que fait l'État ici à Mayotte. Il va sauver une maison d'un monsieur qui n'a pas besoin de tant que ça pour laisser tomber une entreprise qui couvrirait ou qui emploierait un certain nombre de personnes sous sa charge. Donc c'est ce rapport-là que fait l'État qui est gênant, qui est pratiquement choquant. Voilà. On a vu aussi les pêcheurs aussi qui sont tracassés par ce qui leur arrive. Ils sont maintenant leur zone de pêche est grignotée, on va dire, par des thoniers seineurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est la même chose que je suis tout à fait. On a vu l'histoire de du parc marin quand il était mis en place. On l'a carrément imposé. Et c'est ce parc marin qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'activités ne peuvent pas être pratiquées dans les zones de Mayotte normalement. Bien entendu, on est là pour, on est d'accord pour la sauvegarde de l'environnement, mais encore une fois, il faut que nous, habitants de ce pays, puissions se nourrir ou vivre normalement dans le pays. Il ne faut pas que ça mette à mal d'autres activités. Sans que les activités ni nos lieux, donc nos environnements, puissent être menacés. Donc c'est cette intelligence humaine que nous appelons de la part de l'État pour prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est cette décision qui va faire vivre le grand nombre et pas des décisions un peu, partisanes qui ne résout rien et qui n'avancent pas le schmilblick. Autre dossier, Kamiloudine, qui vous a fait monter au créneau, c'est celui récemment de la PAGE, l'association pour les adultes et jeunes handicapés, dont les salariés ont commencé une grève illimitée. Vous y aviez pris part, on regarde ce reportage et nous en parlons juste après. Stress, menaces et intimidation. Pour les salariés de la PAGE, ce n'est vraiment plus possible de continuer à travailler dans ces conditions. Et pour faire entendre leur voix, la CGTMA a envoyé hier un préavis de grève qui, faute de négociations fructueuses, devait donner lieu à une grève illimitée. Le mouvement a donc été lancé aujourd'hui et les salariés ne comptent rien lâcher. Le 22 janvier dernier, déjà, un courrier avait été transmis à la direction, mais celui-ci est resté sans réponse. Au menu des revendications, l'arrêt d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'une salariée de l'association, la demande de mise en application et la régularisation de la majoration des heures travaillées le dimanche, ou encore l'organisation de formations pour l'obtention de validation d'acquis est sollicitée.
Depuis, rien n'a changé. Pour la CGTMA, cela n'est pas acceptable. Il existe des règles et elles doivent être respectées. En attendant, pour les 13 salariés chargés de s'occuper des 16 personnes prises en charge en permanence par la structure, la tâche n'est pas toujours aisée. Voie discrimination mon babo, car c'est la sécurité da gonvani. Na yartwa swafi da mwenze vani tena vwa mnyata atatolwe hazini alaka karsujwa fotaifanya. Yede manaraja ralawa mwenze vani leo raketi vani. Contactée par nos journalistes, la direction, elle, n'a pas souhaité s'exprimer. À Mayotte, les difficultés de prise en charge pour les personnes en situation de handicap sont nombreuses. On imagine alors les conséquences d'un tel mouvement s'il venait à perdurer. Il ne reste plus qu'à espérer qu'une solution soit trouvée rapidement. Un courrier sans réponse, une grève illimitée, c'était normal, il fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y attendre, d'autant plus que, franchement, c'est une petite entreprise de moins de 10 personnes. Il n'y avait vraiment pas de quoi à faire tout un plat. Autrement dit, la direction de cette association, loi 1901 d'ailleurs, aurait dû ou avait qu'à contacter la CGTMA pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter des difficultés qu'on rencontrent les salariés, et on s'en serait sorti. Il n'y avait pas de quoi aller jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous parlons là, la direction ne sait toujours pas, alors qu'il y a un piquet de grève devant lui, la direction ne cherche toujours pas à contacter la CGTMA. C'est ça qui est encore plus bizarre, alors que quand on regarde la plateforme revendicative de ces salariés, ils ne demandent même pas une augmentation de salaire, ils demandent seulement le respect. Ils voient que dans leur activité, ils ne sont pas respectés. Donc la direction avait qu'à rencontrer très rapidement la CGT, on se serait discuté des tenants et des aboutissants, et ça serait, on en serait arrêté là. Il y a bien sûr une procédure qui est engagée contre un salarié. Mais là aussi, il y a qu'à s'asseoir autour d'une table, regarder à ce que les uns et les autres soient respectés dans leurs droits les plus stricts. Et il n'y avait pas de quoi faire un plat, je répète encore. Donc c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Alors selon nos sources, ce qui fait que la direction n'a pas voulu justement communiquer, c'est justement cette procédure qui est en cours. Vous le comprenez ? Oui, on comprend, mais encore une fois, une procédure en cours est une procédure qui est en cours. Et c'est qu'une procédure, c'est-à-dire la procédure est, pas d'entrer en discussion. Voilà, et respectant le code du travail qui est connu par la présidente de cette association, tout le monde le connaît, ce code du travail. Donc nous souhaiterions une fois de plus à ce que la direction s'approche de la CGT pour qu'on puisse sortir, parce que tant qu'on ne se parle pas, on ne trouvera pas la solution. Et pendant ce temps-là, si cette association existe, je pense qu'il a un rôle à jouer. Les salariés n'ont pas que ça à faire, je pense. Et donc, oui, nous tendons la main à la direction pour que le plus rapidement possible, ils puissent s'asseoir autour de la table avec la CGTMA pour qu'on puisse sortir du conflit qui, à notre sens à nous, n'a pas lieu d'être, dans le sens où on ne demande pas une augmentation de salaire, mais ce sont sur des droits fondamentaux. Le respect des hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise est fondamental. Donc nous souhaiterions vraiment à ce que la direction s'approche de la CGT. Alors, parmi les points que vous avez soulevés, également le respect du droit du travail tel qu'appliqué en métropole. C'est vraiment ce que vous souhaitez pour les entreprises ici à Mayotte, plus pour les salariés, bien évidemment. Bien entendu, nous sommes en 2015 et donc on ne peut pas comprendre qu'il y a des particularités qui subsistent encore à Mayotte, en tout cas en matière de code du travail. Donc la CGT est bien entendu sur cette position-là au niveau territorial pour que le droit qui est appliqué en métropole en termes de salaire, en termes de horaire de travail, en termes de travail de dimanche, tous ces aspects-là puissent être. Mais encore une fois, nous, ce sont des revendications que nous portons en tant que confédération à l'échelle départementale. Donc, et en plus, nous, on n'est pas butés. Je veux dire, on est des hommes et des femmes qui suivent ce pays. Voilà. Donc, nous souhaiterions une fois de plus à ce que nous discutions. Et dans la discussion, il y aura un compromis qui ne satisfera pas la CGT, mais qui ne satisfera pas non plus la direction. Mais au moins, vous aurez été écoutés. Mais ça sera un compromis. Et donc, nous sommes dans notre rôle à nous. Nous appelons la direction à ce qu'il soit dans son rôle et venir discuter avec l'organisation syndicale. Merci beaucoup Kamiloudine. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. Nous vous retrouvons juste après la pub.
sommes maintenant dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours en compagnie de mon invité Kamiloudine Jaffar, secrétaire général adjoint de la CGTMA. Et nous sommes toujours sous les bambous. Vous confirmez, Kamiloudine? Je confirme, toujours sous le bambou, avec un arrière-fond, le bruit de la rivière de Kwale, quelque chose d'agréable. Alors Kamiloudine Jaffar, on va continuer avec cet autre sujet, toujours en bonne nouvelle, avec l'AOFM, l'association des organismes de formation de Mayotte, qui s'est rendue à Paris et qui est rentrée avec de bonnes nouvelles. Je vous laisse les découvrir dans ce reportage. Les difficultés liées au monde de la formation sont nombreuses et cela n'a pas échappé à l'association des organismes de formation de Mayotte. C'est donc en haut lieu que celle-ci a tenu à porter leurs revendications et pour le moins que l'on puisse dire, c'est que leur dossier a retenu toute l'attention des plus hautes instances. Cette conférence de presse faisait suite à une réunion d'une délégation mahoraise qui s'est rendue la semaine dernière à Paris, le 8 octobre, qui a été reçue au ministère du Travail avec des représentants de la DGEFP et du ministère de l'Outre-mer, avec des professionnels donc issus de l'AOFM et le sénateur Tani Mohamed et le président du Conseil économique et social Abdou Dahalani. Des besoins du territoire en matière de formation, au développement et à l'organisation de la filière en passant par la rémunération des stagiaires. Voilà autant de points que l'AOFM a soulevés lors de cet entretien. Avec un dossier bien ficelé et des revendications qu'elle a parfaitement su justifier, l'AOFM peut aujourd'hui se féliciter des avancées obtenues. On avait amené au ministère des courriers de jeunes stagiaires qui expliquaient que certains sont célibataires mais avec 130 € vivre à Mayotte, venir de Sada tous les jours. Techniquement, c'est impossible, ils ne s'y retrouveraient pas, sans parler de certains qui ont déjà travaillé, qui ont 3 enfants et qui avec 260 € s'en sortaient encore moins. On a obtenu de l'État des avancées concrètes en termes d'alignement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte, à l'équivalent de la métropole. Les objectifs sont clairs, mais reste encore à les faire connaître auprès des partenaires locaux. Pour cela, l'AOFM prévoit d'organiser les assises de la formation professionnelle à Mayotte. Prévues les 10 et 12 juin prochains, celles-ci devront permettre aux différents acteurs du secteur de se rencontrer et d'échanger. Mais ces assises seront aussi l'occasion de sensibiliser les responsables locaux sur l'importance de la formation. On va y travailler avec tous les services ici. Il va falloir augmenter la lisibilité de l'action de formation pour que les jeunes sachent ce qui existe en formation et que la formation soit aussi une démarche qui soit valorisée. Maintenant, le Conseil général et ainsi que les autres prescripteurs vont devoir travailler assez vite pour mettre en place les dispositifs pour accueillir tous ces jeunes. Le secteur de la formation professionnelle semble aujourd'hui bien en marche pour s'imposer comme l'une des pistes de développement du 101e département, ce qui est d'autant plus vrai quand on sait à quel point celui-ci est en pleine mutation sociétale, économique et environnementale. Donc on le disait tout à l'heure, comme dit, de bonnes nouvelles. Oui, de bonnes nouvelles, mais encore une fois, nous, en tant qu'organisme syndical, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent toujours trop tard. C'est-à-dire mieux vaut tard que jamais, oui, voilà, quand même. Mais passez-moi l'expression, oui, vaut mieux tard que jamais. Et nous nous satisfaisons. Et effectivement, il ne faut pas faire la fine bouche. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et chapeau pour ceux qui se sont battus pour que cette nouvelle arrive enfin. Mais dans cette bonne nouvelle, bien entendu, il y a des aspects beaucoup moins réjouissants. Voilà. Et parmi lesquels, effectivement, le fait que nos organismes de formation ici à Mayotte doivent être des vrais organismes de formation et donner des vraies formations à nos jeunes, parce que nos jeunes et adultes, parce que c'est des formations professionnelles, jeunes et adultes, pour que cette volée-là de la professionnalisation de nos professionnels est important. Nous voyons qu'à Mayotte, il n'y a pas le CFA, il n'y a pas ces écoles parallèles, donc ces écoles de l'apprentissage. Donc les formations professionnelles et les organismes de formation ont d'une importance. Et c'est une très bonne chose que les stagiaires puissent être alignés au niveau national, parce qu'effectivement, c'était beaucoup trop dur pour eux, et tant mieux. Donc oui, nous sommes ravis et nous en tirons un chapeau à ceux qui se sont battus pour ça, et bien entendu, nous sommes satisfaits, mais encore, il faut faire en sorte à ce que nos organismes de formation soient des vrais organismes de formation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par vrais organismes de formation? Qu'est-ce qui vous dérange avec ceux qui sont actuellement en place? Vous savez, on est à Mayotte, donc Mayotte c'est tout petit, tout le monde sait tout ce qui se passe, et moi, dans d'autres
casquette, je siège à Opcalia, donc Opcalia Mayotte, qui finance les formations professionnelles des entreprises. Donc on voit comment sont nos organismes de formation, comment ils font leur stage, quels sont les formateurs qui font ces... on a vu, comment dire, c'est historique, mais on a eu un organisme de formation ici qui faisait l'alphabétisation. On se demandait d'où venaient les stagiaires et qui étaient les formateurs, qui étaient les stagiaires. Enfin bref, on a vu beaucoup de choses, des bleus et des pas mûrs. Et donc c'est dans ces aspects-là que nous souhaiterions vraiment à ce que les organismes de formation se professionnalisent eux aussi, pour donner vraiment une vraie formation à ces stagiaires qui en ont mon grand. Alors on le voit, la filière s'organise tout doucement, Kamiloudine. Vous, dans votre action, qu'est-ce que vous faites pour justement aider cette filière, ce secteur à se renforcer? Il y a la professionnalisation dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, d'Opcalia, mais je n'ai pas un mandat là à parler au nom d'eux, mais pour information, dans ce cadre-là, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour vraiment aider les centres de formation à se professionnaliser. Et nous avons été assez clairs avec ceux qui étaient un peu défaillants pour leur dire, écoutez, les critères, ce sont ceux-là, et si vous ne les respectez pas, c'est-à-dire c'est tenir une fiche de présence pendant le stage pour savoir, et à la fin du stage, qu'on ait une attestation comme quoi on a fait le stage. Le B.A.B.A. Le B.A.B.A. quoi. Et cela n'était pas. Et donc, oui, et bien entendu, ceux qui ne se conforment pas à cette démarche-là, la prochaine fois, nous ne les prenons pas. Donc, vous avez des choses comme ça qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, le B.A.B.A., mais qui n'étaient pas respectées. Donc, oui, nous appelons vraiment à la professionnalisation des organismes de formation parce qu'encore une fois, c'est un secteur qui est prometteur. Et nous allons passer là, dans le cadre de la départementalisation, sur ce que je disais tout à l'heure, sur la taxe d'apprentissage qui va être collectée. Donc cette taxe d'apprentissage, nous souhaitons vraiment, c'est que nous lançons un message à la présidence du Conseil général qui est dernièrement élu, pour vraiment prendre à bras le corps la question de la formation professionnelle, pour vraiment, parce que c'est une prérogative du département. Donc vraiment le prendre à bras le corps, pour vraiment le décoller, encore une fois, en demandant en parallèle qu'on ait des centres de formation dignes de ce nom. Alors on continue, Kamiloudine Jaffar, avec un autre sujet qui a marqué la semaine que nous venons de passer. La maison de Vincent Liétard qui devait être démolie, finalement n'est plus démolie. On regarde pourquoi dans ce reportage. Donc pour moi, ce courrier donné par les gens de la police ne vaut strictement rien. Mahmoud Aziari est fou de rage. Ce courrier qu'il vient de déchirer lui est adressé directement par le ministère de la Culture. Il stipule que 4 cases de la rue Saharangué, dont celle de Vincent Liétard, sont désormais classées patrimoine historique. Et ce, pendant une durée d'1 an. Ce matin, le tractopelle est donc resté au point mort. Et après la colère, le directeur de la CIM ironise sur ce rebondissement de dernière minute. Ce logement, j'ai entendu dire que c'est une espèce de musée. Alors moi, c'est la première fois que je vois un musée habité dans le monde. Un musée propriété privée. Parce que si c'est un musée, un patrimoine mahorais, je pense qu'on aurait pu faire en sorte depuis longtemps que tous les Mahorais en profitent. Moi personnellement, je ne connais pas ce musée parce que je n'ai pas pu y entrer. Le jour où on a demandé une ordonnance pour y entrer, le juge l'a cassé par 2 fois. Depuis des années, une bataille juridique complexe oppose Vincent Liétard à son ancien employeur et actuel bailleur la CIM au sujet de l'occupation de cette maison. Ici, la construction de 22 logements est prévue. Les choses étaient quasi actées puisqu'un bon de démolition avait été signé il y a quelques jours. Pour l'avocat du locataire, cette décision n'était de toute façon pas applicable dans la mesure où la procédure judiciaire est encore en cours. Il y a un contentieux judiciaire qui est en cours. Il serait hasardeux de vouloir exécuter, notamment démolir cette case avant la décision de justice. Je crois qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties en conflit dans cette affaire de s'assagir et d'attendre la décision du tribunal. Pour Vincent Liétard, installé ici depuis 30 ans, une première bataille est gagnée. La maison est sauvée pour au moins 1 an, mais sa rancœur contre son ancien employeur Mahmoud Aziari reste entière.
il raconte tout et n'importe quoi aujourd'hui. Sur ces opérations, on peut faire des commentaires. Il y a beaucoup de gens ce matin qui étaient autour de moi parce que ce sont des amis, mais aussi parce que ce sont des gens qui ont eu à subir ou à travailler avec la CIM dans des conditions qui sont parfois très compliquées. Je ne suis pas là pour commenter précisément, mais je crois que c'est une réalité d'aujourd'hui. Dans cette affaire, les spectateurs présents y sont tous allés de leurs petits commentaires. Si certains reprochent à l'État de ne pas être aussi réactif quand il s'agit de sujets plus importants, certains crient carrément à l'injustice, se laissant aller à des comparaisons lourdes d'accusations. On a la justice qui s'est rangée du côté du pouvoir blanc, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On se retrouve dans la situation de l'Afrique du Sud, où tout le monde s'alignait pour défendre les intérêts des Blancs. Ce qui est sûr, c'est que cette maison de la discorde aura fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, Mahmoud Aziari a peut-être perdu sa dernière bataille en tant que directeur de la CIM. Son conseil d'administration doit se réunir fin avril pour décider de son avenir. Kamiluddin Jafar, votre réaction en voyant ces images ? Écoutez, nous sommes très choqués parce que nous sommes des Mahorais de sang et de terre. Pour faire le pareil avec la brique cuite et la brique crue. Oui, cette terre nous appartient, il est à nous tous habitants de Mayotte. Et voir que ce monsieur, de tout ce qu'il a fait pour Mayotte, de tout ce qu'il va faire sûrement dans les années futures pour Mayotte, et s'engouffrer dans une affaire comme celui-là, ça l'enlève un peu de sa hauteur et de sa personnalité. Qu'est-ce qui vous dérange dans la manière dont les choses sont passées ? Ce qui dérange, c'est que voir, d'autant plus que tout le monde est au-dessus de tout le monde, voir autant de mètres carrés, autant de luxure, et déranger un ministre de l'Environnement, alors que nous savons à quel point c'est compliqué de changer une virgule dans un texte au niveau de Paris, et voir tout le tapage qui est fait sur cette affaire-là pour qu'on ait le lendemain, avant même que la CIM, enfin les pelleteuses de la CIM soient devant, on ait un texte qui ressort pour dire c'est mis la maison est devenue un patrimoine de l'humanité. Et cette maison-là qui est habitée... Il y en a 4 qui ont été mais classées. Ces 4 maisons, on peut même s'ils étaient 10, le quartier devient, comme par hasard, et c'est ça qui dérange. Parce que pour que ça passe mieux, on a dit, non, il ne faut pas mettre que cette maison-là, il faut que ça soit tout le quartier. Mais on comprend, c'est ça qui dérange. C'est voir le parallèle entre les problèmes que nous traînons à Mayotte depuis des années, et qui ne se règlent pas. Vous auriez attendu plus de réactivité pour d'autres dossiers, notamment. Et voir ce monsieur qui ne demanderait, qui n'est pas le plus malheureux de Mayotte, et voir ces affaires aboutir, c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange vraiment. Pour vous, il y a comme une injustice, vous qui êtes syndicaliste, vous avez l'impression de... Et puis même voir l'État, la puissance étatique, c'est-à-dire la police, les forces de l'ordre, s'engager là-dessus, alors qu'il y a le collège, le collège de Mroualé, où les enfants étaient au collège. On leur a demandé de sortir parce que devant le portail, il n'y avait pas les forces de l'ordre. C'est ça qui dérange. C'est cette façon-là dont l'État a pris position. C'est vraiment dérangeant et l'État n'avait vraiment pas besoin de cela. On est dans un petit pays, on se connaît tous. On n'a vraiment pas... Le CADI, ils auraient pu appeler le CADI entre Vincent Létard et la CIM. Ils auraient pu appeler le CADI, comme ça ils auraient réglé. On continue, Kamiluddin, avec cette expo qui est visible au comité du tourisme de Mamoudzou. L'expo, donc c'est une expo faite par l'AFD, l'Agence française de développement, pour sensibiliser les Mahorais au réchauffement climatique. On regarde ce reportage. Photo après photo, Yann Arthus Bertrand décline des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. 21 des plus célèbres clichés du photographe qui sont à découvrir dans le hall du comité du tourisme, une exposition éditée par l'Agence française de développement qui suscite une vraie prise de conscience chez les visiteurs. Il y a encore trop de déchets, pas de sentiers aménagés et ça fait cruellement défaut et je pense qu'il faudra des longues années pour y arriver.
Et en même temps, s'il y a une volonté de le faire, c'est vraiment dans la décennie, ça sera une île complètement magique et pour Célagan et pour les terres, on espère. En tant qu'île, Mayotte est particulièrement exposée. Hausse des températures dans certaines régions du monde ou baisse dans d'autres, risque accru de tempêtes et de cyclones, autant d'éléments qui placent l'île au Lagon en zone à risque d'ici une centaine d'années. D'où l'importance pour l'AFD de présenter cette exposition au public mahorais. Mayotte est un territoire insulaire et on sait que le changement climatique aura des répercussions encore plus fortes sur ces territoires, sur ces îles. L'objectif de la COP21 est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Actuellement, si l'on ne fait rien, les projections les plus optimistes prévoient 4 à 5 degrés supplémentaires. Contrôler la consommation d'énergie, développer les énergies propres et préserver les espaces naturels, autant de solutions sur lesquelles il faut pousser la réflexion. Il faut maintenant que les acteurs majeurs de la société mahoraise s'en saisissent. L'exposition est ouverte au public gratuitement jusqu'au 20 avril au comité du tourisme. Elle sera ensuite transférée dans l'aérogare de l'aéroport de Pamandzi. Le réchauffement climatique, est-ce que vous avez l'impression, Kamiluddin, sincèrement qu'à Mayotte, on s'en préoccupe ? Non, on ne s'en préoccupe pas parce qu'une fois de plus, ce sont des sujets, vous savez, modernes. Même dans les grands pays développés ou en voie de développement, ce sont des sujets subalternes, des sujets secondaires. Et donc, à Mayotte, les gens cherchent d'abord à se nourrir, à se loger et à aller à l'école avant de s'occuper de la planète. Bien entendu, ce sont des sujets, à partir du moment où ils sont montrés, ils sont expliqués à la population c'est les accapare tout de suite. On a vu avec la question de de tri sélectif et toutes ces choses-là. Donc, oui. À introduire tout doucement dans les mœurs. Doucement dans les mœurs, parce que ce sont des choses qui sont importantes, d'autant plus que nous sommes un pays, Mayotte est une île. Le réchauffement climatique, nous sommes les premiers nous sommes. Territoire à risque. Parce qu'on voit déjà que nos mangroves diminuent chaque année, etc. Donc, oui, ça nous préoccupe. Mais ce sont des sujets qui sont des sujets secondaires, même au niveau planétaire. Et donc, oui, nous sommes... il faut que les médias, il faut que dans les écoles, on apprend à nos enfants, mais nous aussi, qu'on s'accapare de ces sujets-là, parce que c'est le futur, quoi. Et puis, ça nous permet, quelque part, d'être un peu tranquille pour dire, écoutez, on ne fait pas que vivre ici et de partir, mais on essaie de vivre ici au mieux, pour ne pas, abîmer plus que ça la terre de nos enfants, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, oui, c'est une très bonne initiative de l'AFD, mais encore une fois, c'est l'AFD, quoi. On le voit, Kamiluddin, beaucoup d'entreprises de plus en plus commencent à miser sur tout ce qui est énergie renouvelable. C'est une initiative qu'il faut encourager sûrement. Tout à fait. Il faut encourager, d'autant plus, comme je disais, on est dans une île. Et nos voisins, les Réunionnais, surtout dans les départements d'outre-mer, ce sont des sujets qui sont vraiment, la défense de l'énergie renouvelable, ils sont vraiment en pointe là-dessus. Ce sont, comme je disais tout à l'heure, des sujets d'avenir. Et donc, oui, il faut vraiment les encourager. Là aussi, surtout à Mayotte, avec le soleil, l'énergie solaire. À chaque fois, on demande que l'État, mais oui, mais sur ce sujet-là, effectivement, il faut le concours de l'État pour nous les expliquer, pour les soutenir et pour donner des filières qui sont rentables dans le bon sens du terme, pas rentables c'est rentable, c'est-à-dire qui apporte à tout le monde un plus au niveau économique, mais en plus aussi au niveau environnemental. Vous savez, à Mayotte, on est encore sur de la culture sur brûlis, chose qui abîme vraiment énormément notre nature. Donc, venir sur cette exposition-là à Mayotte, je pense vraiment que c'est une très très bonne chose. Ça permet aux gens de s'accaparer ces sujets-là. Alors Kamiluddin, on va maintenant parler de vous, de votre activité, de votre statut de syndicaliste. Alors aujourd'hui à Mayotte, vous avez pris position sur beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets dans lesquels on vous a vu réagir. Qu'est-ce que vous attendez clairement aujourd'hui à Mayotte ? Quel est le secteur dans lequel vous aimeriez voir les choses avancer encore plus vite ? Il y a 3 secteurs qui sont importants pour un pays. C'est santé, éducation et logement. Donc, et on n'y est pas encore à Mayotte. Ah non, on est encore loin, très très loin. Et on le voit surtout dans un pays où la population est aussi jeune. Ce sont 2 secteurs,
En fait, pour faire simple, c'est l'ensemble des services publics. L'ensemble de ces services publics, vous savez que plus tard, le 22, nous allons appeler à un mouvement de grève sur ces questions-là, parce que le service public à Mayotte est vraiment dans un état lamentable. Quand on entend service public, c'est la sécurité, c'est-à-dire les policiers ne sont pas en nombre suffisant. C'est l'éducation nationale, les salles de classe, les conditions de travail des collègues ne sont pas dans des... C'est l'hôpital. Combien on a vu des gens qui ont été, qui sont allés à l'hôpital pour se soigner et qui repartent de l'hôpital avec des maladies, ou même qu'ils en sont morts à l'hôpital. Donc, vous tirez la sonnette d'alarme, clairement. Hein. Parce que ce sont des éléments, parce qu'on a des collègues qui sont dans des conditions de travail tellement compliquées qu'ils n'arrivent pas à faire le travail convenablement. Et parce que derrière, il y a des financements, enfin des conditions de paye qui étaient contractées entre l'État et ces personnels-là, qui n'ont pas été respectés, ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à recruter dans ces domaines-là. À l'éducation nationale, à la rentrée prochaine, là, on va avoir, rien qu'au second degré, il va y avoir 800 postes qui sont vacants. 800 postes de titulaires vacants. C'est énorme. Kamiloudine, juste pour terminer en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut craindre alors pour ce 22 avril? Parce que si tous les secteurs de la fonction publique se mobilisent, ça va faire beaucoup de grévistes. Non, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre les mouvements sociaux parce qu'on n'est pas des fous. Mais ça va il y aura des dysfonctionnements. Voilà, mais c'est un dysfonctionnement, c'est beaucoup de mal, ou c'est un petit mal pour beaucoup de bien. Voilà, c'est un petit mal pour beaucoup de bien. Donc c'est ce qu'il faut retenir là pour le 22 avril. Pour le 22, c'est-à-dire nous appelons aux gens de venir, mais pour crier pour que ça aille mieux le 23. Pas pour que ça continue à s'enfoncer, bien entendu. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que nous allons nous battre et pour que nous puissions être entendus, j'allais dire mieux que Vincent Létard, mais ça va être compliqué. Alors donc rendez-vous le 23 pour voir si ça va mieux. Voilà. Merci beaucoup Kamiloudine. C'est ici que s'achève cette émission des Rendez-vous de l'info. Je vous souhaite bon courage Kamiloudine. Et quant à vous, je vous souhaite une excellente soirée sur KTV et rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos.